je voudrais vous remercier d'être là, de participer à cette réunion, si nous arrivons à nous dire quelque chose. Cette réunion organisée par l'Institut Open Diplomacy est consacrée au thème de comment réinventer les relations transatlantiques après l'ère Trump, une ère traumatique. Et pour en discuter, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous Monsieur l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, Hans-Dieter Lucas, Madame Alexandra de Hoop-Schäfer, directrice générale de la recherche du German Marshall Fund of the United States, et Monsieur Stéphane Boursieux, président du directoire de la Burgundy School of Business. Est-ce que tout le monde nous entend? Oui. Oui, oui. Très bien. Oui. Alors, merci encore à vous trois d'être avec nous ce soir. Donc, ce thème que j'ai annoncé est celui du vaste sujet des relations transatlantiques. Il est si vaste que nous allons essayer peut-être de nous focaliser sur quelques points fondamentaux de la relation, fondamentaux pour l'Europe spécialement. Premièrement, la question de savoir si le multilatéralisme bon teint de la nouvelle équipe Biden, qui est en quelque sorte la réplique de l'équipe Obama, si ce multilatéralisme va être véritablement un signe qu'on va pouvoir avoir une nouvelle concertation avec l'Europe et surtout on va pouvoir renouveler la confiance avec l'Europe, ou est-ce qu'au contraire, ça va être un multilatéralisme de façade, le monde ayant changé beaucoup depuis ces derniers 4 ans, et si au contraire, certains éléments de la politique brutaliste et surtout transactionnelle du président Trump vont être conservés, voire même, qui sait, augmentés. Et je pense là en particulier à l'aspect transactionnel commercial de la politique de Donald Trump, où il semblait que pour lui, toute opération devait être une sorte de business deal, y compris la sécurité, quelle ait été sécurité industrielle, médicale, agricole ou purement commerciale, en quelque sorte. Donc, j'aimerais qu'on commence par aborder ce problème en se posant la question de comment peut-on retrouver la confiance avec l'équipe Biden, ou peut-être plutôt, est-ce que notre renouvellement de confiance envers l'équipe Biden est susceptible d'être justifié dans les prochains mois et même dans les prochaines années? Qui voudrait commencer? Madame Schäfer, c'est un peu vous la spécialiste des relations transatlantiques. Avec plaisir, merci, j'espère que vous m'entendez bien, ravie d'être avec vous. Merci. Vous m'entendez bien, oui? Oui, je vous entends très bien. Merci d'être tous présents en ce vendredi soir. Voilà, ça montre qu'il y a un grand intérêt pour ce sujet et je suis ravie de pouvoir participer à cet échange. Voilà, et j'ai hâte de découvrir vos différentes questions aussi à la fin de ces petites remarques introductives. Alors, sur la notion de confiance, effectivement, on ne peut pas reconstruire le lien transatlantique sans rétablir la confiance. Je répondrai en fait très, très simplement, la confiance se reconstruira à condition qu'on ait un président américain qui ne gouverne pas que par décret présidentiel. Ce que l'on voit là depuis ces derniers jours, c'est effectivement une pluie d'ordres exécutifs, de décrets présidentiels signés par le président Biden, donc sans passer par le Congrès américain, que ce soit sur le retour des États-Unis dans l'accord climat de Paris, que ce soit sur finalement le démantelage de la partie de l'héritage de Trump qui était le plus toxique, et puis aussi des ordres exécutifs qui auront un impact directement pour nous Européens d'un point de vue commercial ou aussi industrie de la défense, avec ces ordres exécutifs dits Buy American ou Made in America, où là on a finalement une continuité un peu de la politique Trump America First, c'est-à-dire que l'objectif numéro 1 de Biden aujourd'hui, c'est de réinvestir dans l'économie, dans les infrastructures,
d'investir dans les industries américaines avant tout et avant, par exemple, de songer même à l'idée d'ouvrir des renégociations pour un accord commercial avec l'Union européenne. Ça, c'est même pas sur son agenda pour le moment. Donc, c'est en priorité essayer de rebooster l'économie américaine dans le contexte de la crise sanitaire. Là, on peut effectivement, d'un point de vue multilatéral, pour répondre à votre question aussi, Anne Kratz, avec les Américains, on peut effectivement davantage se coordonner, que ce soit sur la stratégie vaccinale, que ce soit pour la relance économique aussi dans le contexte de cette crise-là. Le réengagement américain au sein de l'OMS est aussi un signe important. Mais encore une fois, pour moi, la confiance se construira autour, en fait, finalement, d'une meilleure prédictibilité de la politique américaine. Et cette prévisibilité de la politique américaine ne passera que par des accords bipartisans entre démocrates et républicains, et qui permettront effectivement pour nous, Européens, de se dire « Ah tiens, le réengagement des États-Unis dans l'accord du climat de Paris, ce n'est pas qu'un ordre exécutif qui pourrait potentiellement être totalement démantelé d'ici 4 ans, c'est tout à fait possible, mais c'est quelque chose qui aura été validé par le Congrès américain. Et ça, pour moi, c'est absolument fondamental parce que sinon, on se retrouve dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, Français, Européens, Allemands, etc., à avoir au fond de nous cette crainte que d'ici 4 ans, on peut avoir le retour d'un président qui ressemblera peut-être dans ses idées un peu plus à Trump, et donc de revoir à nouveau un démantèlement de tout ce que le président Biden aura signé sous forme d'ordre exécutif. Voilà. Donc ça dépend en fait énormément des États-Unis et de la manière dont Biden va réussir ou pas à faire passer une grande partie de ses décisions au travers d'accords bipartisans avec les républicains. Alors, 2 remarques, si vous le permettez. La première, c'est que l'idée du dernier décret qu'a signé Biden, qui oblige le gouvernement fédéral à demander à des entreprises américaines d'être, ou plutôt à exiger que des entreprises américaines soient utilisées pour les projets fédéraux. Si vous voulez, ça existe depuis très longtemps aux États-Unis. C'est pas du tout nouveau. Et 93, sinon 97% des contrats fédéraux en passent déjà par sous ces fourches codines. Donc, si vous voulez, ça va pas changer Non, énormément de mais choses au niveau fédéral. il renforce véritablement Bien sûr. la pression sur les entreprises, les agences gouvernementales pour vraiment investir dans les entreprises, les industries américaines. Donc, ce n'est pas juste une continuité. Si vous lisez vraiment dans le détail, il pousse ça vraiment dans un sens beaucoup plus, avec beaucoup plus de régulation. Donc, ça rendra l'accès au marché américain encore plus compliqué pour les entreprises européennes. C'est sûr. Une deuxième petite remarque, c'est que les accords bipartisans que vous appelez de vos voeux ont peu de chances d'avoir lieu. Certains des décrets que Biden a pris ces derniers jours, il en a pris beaucoup, n'ont pas besoin de l'accord du Congrès, mais certains sont susceptibles, certains en ont besoin et d'autres sont tout à fait susceptibles d'être contestés aux tribunaux par toutes sortes d'organisations. Donc, il est vrai que ça ne va pas être facile. Le consensus, ou plutôt le bipartisanisme, c'est quelque chose qui semble absolument mort pour l'instant aux États-Unis. Et vous parliez de voir les choses attendre un petit peu de voir la prochaine élection, mais en fait, on n'aura pas beaucoup de temps, on n'aura pas besoin d'attendre jusqu'en 2024. En 2022, c'est-à-dire dans 2 ans, il y aura déjà des élections extrêmement importantes au niveau législatif qui pourraient très bien faire repartir le Sénat du côté d'une majorité républicaine, quoique ça sera pour eux assez difficile parce qu'en 2022, ils auront plus d'une vingtaine de sénateurs qui devront remettre leur siège en jeu. Donc, compter sur un bipartisanisme, ça serait formidable, mais ça ne paraît pas exactement ce à quoi il faudrait s'attendre. Et peut-être l'équipe Biden pourra-t-elle mitiger ce problème fondamental
de la division énorme qui existe aux États-Unis à l'heure actuelle. Monsieur l'ambassadeur, peut-être pourriez-vous nous dire un mot sur ce qu'attend l'Allemagne particulièrement en tant que plus grande puissance économique de l'Europe, qu'est-ce qu'elle attend maintenant des relations avec les États-Unis, étant donné aussi que l'Allemagne elle-même va subir des changements peut-être importants avec une élection qui doit se tenir maintenant dans peu de temps et qui va peut-être changer la donne, y compris au niveau des relations Allemagne-États-Unis. Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont l'Allemagne pourrait se rapprocher des États-Unis? Car il faut bien le dire, je ne vous l'apprends pas, que sous la présidence Trump, il y avait des différences d'opinion et que monsieur Trump était particulièrement remonté, semble-t-il, contre l'Allemagne en général et contre Madame Merkel en particulier. Oui, peut-être tout d'abord un petit mot sur ce qui a été dit par Alexander de Hoopscheffer sur l'importance du Congrès. Donc, je partage cet avis que le Congrès joue un rôle extrêmement important. Mais de l'autre côté, il ne faut pas oublier que le président américain peut faire beaucoup de choses sans le Congrès, particulièrement sur le plan de la politique extérieure de défense. Donc, en ce qui concerne la politique ou la vue de l'Allemagne sur la nouvelle administration, c'est un peu comme la vue du gouvernement français. Donc, tout d'abord, nous pensons que cette administration Biden représente une chance pour une relance des relations atlantiques. Il ne faut pas oublier que pour M. Biden, l'Europe n'est pas un ennemi, mais un allié, un partenaire. Il est un multilatéraliste convaincu, comme son équipe. Je connais particulièrement tous les membres de son équipe, de Tony Blinken jusqu'à Bill Burns. J'ai travaillé avec tous ses collègues. Et ce sont des gens qui connaissent l'Europe très bien, qui parlent français comme Tony Blinken, par exemple. Et donc, c'est vraiment un autre esprit qui règne là. Et ça, c'est pour nous, je pense, une vraie chance. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, les ministres des Affaires étrangères allemands et français, Heiko Maas et Jean-Yves Le Drian, ont publié une tribune dans Le Monde au mois de novembre où ils se sont prononcés pour une nouvelle donne transatlantique, pour un nouvel pacte transatlantique, c'est-à-dire un effort d'aboutir avec les Américains, avec un agenda commun en ce qui concerne les questions de politique étrangère, par exemple, politique de sécurité, en ce qui concerne une approche envers la Chine, la Turquie, la question de l'accord avec l'Iran, le JCPOA, l'OTAN. Donc, il nous faut un nouveau concept stratégique pour l'OTAN, mais aussi sur les questions commerciales. Donc, il y a là un agenda très profond, très important qui nous attend. Et donc, on peut être un peu pessimiste et dire donc ça ne va pas changer, donc les mêmes questions restent sur la table. Mais de l'autre côté, je pense qu'il faut y essayer au moins donc d'arriver à un agenda commun avec cette administration. Et je pense que donc cette administration représente pour nous une chose très importante qu'il faut utiliser. Très bien, je vous remercie. Effectivement, je crois que tout le monde espère qu'il puisse y avoir une nouvelle relation avec les États-Unis, non seulement au niveau stratégique, mais aussi au niveau, comme je le disais tout à l'heure, commercial. Et là-dessus, je voudrais demander à Monsieur Boursieux, qui est donc directeur de la Burgundy School of Business, comment il voit les choses au niveau de cette approche transactionnelle des États-Unis qui, finalement, avait déjà commencé un peu avant l'ère Trump. Il faut bien se dire que, par exemple, au niveau des dépenses de défense européenne, le président Obama avait déjà réclamé
une augmentation de celle-ci. Et donc, ces dépenses de défense européenne, elles portent évidemment sur des transactions qui sont in fine des transactions commerciales. Acheter par exemple des F-35 au lieu des avions français. Alors, en général, ça se passe au niveau du commerce des armes, mais pas seulement. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Bourcieux? Je mettrai un peu à part, là vous devez m'entendre, je mettrai un Oui, peu à ça y part est. dans les aspects commerciaux la question des F-35, parce que c'est autant une question de défense et d'air de Oui, sécurité qu'une question de commerce au sens strict du terme. D'ailleurs, si on raisonnait simplement en termes de commerce et de performance aérienne, je ne suis pas sûr que les gens qui achètent, les pays qui achètent des F-35 en achètent effectivement. Donc c'est plus une question de politique, une question d'efficacité aéronautique ou commerciale. Par rapport à cette question, pour moi, il y a trois aspects complémentaires à tout ce qui a été dit, et en particulier par Monsieur l'ambassadeur sur le nouvel agenda transatlantique qui est proposé par Josep Borrell au titre de la Commission. Il y a trois choses. La première, c'est la notion de multilatéralisme. Elle est assez ancrée dans des gens comme Anthony Blinken. Maintenant, elle est très ancrée avec une philosophie qui est derrière. Quand il a déclaré, il n'y a pas très longtemps, dans le Wall Street Journal, que le but du multilatéralisme, c'était d'être efficace à l'intérieur du système pour piloter le système et pour l'influencer. On voit bien que le multilatéralisme, ce ne sera pas simplement coopérer, c'est coopérer dans le sens de faire en sorte que la Pax America, entre guillemets, soit faite de l'intérieur et non plus, comme sous la période Trump, par un isolationnisme. Donc ça, c'est la première chose. Ils reviennent de facto dans les institutions internationales, mais avec leur vision des choses et pour imposer leur vision des choses. Et ça va être la même chose d'un point de vue commercial. Est-ce qu'ils vont débloquer la situation à l'OMC puisqu'elle est bloquée par la nomination des juges? C'est un élément qui va rentrer en ligne de compte. Le deuxième élément, je pense que dans la relation Europe-États-Unis, au niveau commercial, il va falloir, et ce sera probablement la première étape, on n'est plus dans les grands accords tels que l'était le TTIP qui devait être négocié au tournant des années 2015, 2016, 2017. Je ne pense pas qu'on revienne sur ces grands accords de négociation commerciale. En revanche, il va déjà s'agir de solder ce qui pourrit la relation transatlantique entre l'Europe et les États-Unis, c'est-à-dire le différend sur l'acier et l'aluminium, le différend depuis 16 ans sur l'aéronautique. Je crois qu'avant de parler de grands accords et de grandes négociations, pour renouer la confiance entre les partenaires américains et européens, il va s'agir de solder ces différends qui pourrissent les relations, dont on voit les impacts qu'ils ont, par exemple, sur les vins français, les cognacs français avec les nouvelles taxes qui sont appliquées depuis début janvier. Donc, il s'agit de solder ces éléments. Et puis, troisième élément là, qui dépasse l'aspect commercial, mais qui touche aussi l'aspect commercial, c'est de revenir à tout le moins au fait de traiter ses alliés comme des alliés et non pas, comme l'avait fait Trump pendant un certain temps, de considérer l'Europe quasiment comme étant dans l'autre camp, ou en tout cas comme un adversaire et non pas comme un allié. Bien entendu. Mais justement, puisque vous parliez de grands traités, de grands accords commerciaux, de différends qu'il faut régler avant d'en venir à cela, on est en train de suggérer on est en train de discuter la possibilité d'un accord commercial avec les États-Unis, après que l'Europe ait signé, bien qu'il ne soit pas encore ratifié par le Parlement, un accord commercial avec la Chine, après celui que l'Europe a négocié avec le Canada. Par exemple, faudrait-il, Monsieur l'ambassadeur, envisager que le différend entre l'Allemagne et les États-Unis, qui d'ailleurs concerne toute l'Europe, au sujet du Nord Stream 2, soit résolu avant qu'on puisse envisager un nouveau traité commercial entre l'Europe et les États-Unis? Tout d'abord, il faut se mettre d'accord sur la question si on veut vraiment commencer une négociation sur un nouveau grand accord commercial avec les États-Unis. Donc, premièrement, il nous faut une discussion et puis une décision au sein de l'Union européenne parce que c'est l'Union européenne qui a la compétence, n'est-ce pas, juridique pour négocier un tel accord. Donc, il faut tout d'abord discuter la question fondamentale et puis les détails. Ça va nécessiter, donc ça sera une discussion pas tellement facile, ça prend du temps, mais si j'observe la discussion à Berlin, par exemple, il y a pas mal de sympathie
pour une telle approche, c'est-à-dire d'aborder cette question d'un nouvel accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis. En ce qui concerne Nord Stream 2, donc, c'est une question à part, à mon avis. Donc, c'est un contentieux entre l'Allemagne et les États-Unis. Ça n'a pas changé, la tonalité a changé, mais c'est un désaccord. Mais notre position est claire et donc cette discussion continuera. Mais je pense vraiment que la grande question stratégique, n'est-ce pas, d'entamer une négociation sur un accord États-Unis, européenne, donc peut être séparée de la question de Nord Stream 2. C'est une question très spécifique, mais donc c'est vraiment un dossier séparé. Merci, Monsieur Ambassadeur. En règle générale, Madame Schaeffer, est-ce que vous pensez que la politique de sanctions qui a été inaugurée maintenant depuis en fait la présidence Bush et qui a continué à être utilisée par les États-Unis comme une véritable arme de guerre économique et qui antagonise beaucoup de monde, soit-elle parfois justifiée au niveau, à certains niveaux, est-ce que vous pensez qu'il sera possible de convaincre les Américains de l'utiliser plus à bon escient que ce qu'ils n'ont fait jusqu'à maintenant? Il me semble que c'est un point assez important pour les relations transatlantiques. C'est la question de l'extraterritorialité des sanctions américaines, de la justice américaine. Obama est l'un des présidents qui avait le plus utilisé cet outil. Souvenons-nous que nos banques avaient été sanctionnées à l'époque d'Obama. Donc non, ça restera bien sûr une continuité de la politique étrangère américaine. On voit que si l'Amérique souhaite se désengager de son rôle de gendarme du monde militaire et donc se désengager des théâtres d'opération post-11 septembre 2001, en revanche, l'Amérique joue pleinement son rôle de gendarme économique et financier du monde. Donc ça continuera de toute évidence. Et moi, ce que je vois également arriver, c'est l'utilisation par l'administration Biden des instruments, y compris les plus coercitifs ou extrêmes, mis en œuvre par l'administration Trump, que ce soit les tarifs, que ce soit les sanctions, pour justement essayer de faire avancer les choses sur d'autres plans, pour amener les autres à faire des concessions. C'est ce qu'il va faire notamment sur le dossier iranien. Mais on peut très bien imaginer aussi cela au sein même de la relation transatlantique et de manière, je dirais, plus générale aussi, pour reboucler avec une de vos questions sur le multilatéralisme. On voit que c'est effectivement, et ce qu'a dit aussi Stéphane Boursieux, on a une approche américaine qui ne changera pas, c'est-à-dire une approche très pragmatique, opportuniste du multilatéralisme. C'est comment, en fait, finalement, le multilatéralisme peut servir avant tout les intérêts américains. On le voit au sein de l'OTAN, à quel point l'agenda de l'OTAN est vraiment drivé par les intérêts américains. On parle de plus en plus de la Chine au sein des cercles otaniens sous l'impulsion américaine, par exemple. Et ce que l'on voit... Ah, on ne vous entend plus. Voilà, pardon, on a désactivé mon micro à distance, vous voyez. Non, et ce que je disais, c'est pas moi. Donc, ce que je disais, que c'était la relation transatlantique, on le voit aujourd'hui, est finalement en train d'être redéfinie avec un certain transactionnalisme, vraiment, où Biden arrive en disant directement « America is back », on va revenir, on va réinvestir le capital diplomatique, politique américain au sein des alliances, au sein de l'OTAN. Et d'ailleurs, il a très concrètement fait il y a quelques heures en disant « Voilà, nous, on est tout à fait en accord avec le principe même de défense collective, le fameux article 5 de la Charte atlantique, mais en échange de cela, les Européens, donc nous, on sera de plus en plus mis sous pression par Washington
pour s'aligner sur la politique américaine, notamment la politique américaine envers la Chine. Et là, ça nous amène à ce dont vous avez parlé, Anne Kratz, au début, à cet accord d'investissement entre l'UE et la Chine, qui a été signé par principe, donc pas encore approuvé par le Parlement européen, mais qui a été vraiment reçu par l'équipe Biden comme une gifle et comme un wake-up call, où ils se sont dit, tiens, on a devant nous un partenaire européen qui n'est pas le partenaire européen de l'époque d'Obama. Après 4 ans, ils ont bien changé, ils sont beaucoup plus assertifs et ils n'hésiteront pas à faire acte d'autonomie. Alors peut-être pas toujours stratégique, ils estiment que ça a été un acte d'autonomie, mais pas forcément stratégique. Mais en tout cas, ils ont pris conscience qu'ils auraient en face d'eux des Européens plus clairs dans leurs intérêts, dans leurs priorités et aussi plus clairs dans leurs divergences avec les politiques américaines sur certains dossiers. Voilà. Donc ça, c'est pour moi aussi un héritage de ces 4 ans de Trump. On a une Amérique qui est beaucoup plus transactionnaliste, et ça restera, y compris dans la relation transatlantique. Et on a une Europe qui a appris à s'affirmer beaucoup plus, y compris dans ses divergences avec Washington. Eh bien, je crois qu'effectivement, sur ce plan-là, le président Trump a fait une fleur à l'Europe sans le vouloir, ça c'est sûr. Ça a forcé l'Europe à se renouveler elle-même. Cela dit, vous parliez tout à l'heure des accords nécessaires entre les républicains et les démocrates aux États-Unis, mais comme en Europe, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour qu'il y ait accord complet entre tous les Européens, et nous savons tous qu'il y a au moins 3 ou 4 pays qui sont dans une optique totalement différente de celle des plus grandes puissances européennes à l'heure actuelle, et que cela va être très difficile à négocier, et que certains intellectuels américains prédisent que si on laisse à l'intérieur de n'importe quelle structure d'ailleurs, mais en l'occurrence l'Union européenne, des régimes autoritaires, ça va pourrir de l'intérieur. Et donc ça, c'est une menace qui est à peu près aussi grave, me semble-t-il, que celle d'un désaccord entre les républicains et les démocrates aux États-Unis. Et c'est ça qui va un peu compliquer la relation avec les États-Unis. Mais donc pour repartir sur l'accord entre la Chine et l'Europe, les détails de cet accord ne sont pas connus, enfin en tout cas ils ne sont pas connus de moi, ils ont été très peu diffusés auprès du grand public. On sait déjà que le Parlement européen a fait état de certaines inquiétudes au sujet en particulier des droits humains de la Chine, et notamment en ce qui concerne les Ouïghours. Donc, il n'est pas du tout dit je pense qu'il n'est pas tout à fait dit que ce traité sera approuvé par le Parlement européen. Et s'il l'est, il sera certainement modifié quelque part. Et à ce moment-là, ces modifications pourraient-elles, Monsieur Bourcieux, je vous pose la question, mettre les États-Unis plus à l'aise avec ce traité, donc signé avec la Chine par les Européens, ou au contraire, est-ce qu'ils exigeront une sorte d'abandon pur et simple de ce traité de l'Europe avec la Chine, selon vous? Alors, il y a une chose qui est claire, c'est que ce traité, il était en négociation depuis 2013. Oui. Il a patiné en termes de négociation, qu'il n'a pas avancé au cours des années, et qu'on a assisté à une accélération de la signature, avec manifestement une volonté de la Chine de lâcher sur les éléments qu'on a du traité. C'est la possibilité pour les Européens en Chine de pouvoir travailler sur les télécoms, qui étaient jusque-là un secteur totalement fermé, sur les services financiers, sur les services tels que la publicité, où il y a des gros acteurs français, allemands, italiens, sur les secteurs du médical et de la santé, là encore, où les Européens sont plutôt très en pointe. C'est des secteurs que la Chine jusque-là protégeait, et va sans doute continuer de protéger, mais a ouvert un petit peu. Et on a le sentiment, en tout cas, moi c'est le sentiment que ça me donne, c'est que la Chine a accéléré le rythme des négociations pour pouvoir quelque part mettre une pierre dans le jardin de l'administration Biden dans la relation transatlantique au moment où l'administration Biden s'installe. Pour dire, voilà, Trump a tout fait pour nous isoler, nous Chinois, et au moment où l'administration Biden s'installe, on est en mesure, quitte à faire des sacrifices entre guillemets économiques, de pouvoir annoncer un traité d'investissement avec l'Union européenne. Et si on regarde un peu froidement
sur l'aspect strictement économique, je pense que l'Union européenne, dans ce traité, a une balance qui est plutôt favorable dans le rapport Europe-Chine que dans le rapport Chine-Europe. L'Union européenne, d'un point de vue économique, est gagnante dans le traité, et il est probable que la Chine n'attend finalement pas des impacts économiques de ce traité, mais plus une dimension politique de pouvoir quelque part sortir de son isolement dans lequel Trump avait essayé de la pousser. Donc je comprends, et la réaction de l'administration Biden a été assez virulente, hein, en voyant finalement des Européens s'émanciper de ce qu'était la politique européenne il y a quelques années et sortir d'une relation de vassal docile pour pouvoir négocier avec l'Union européenne, sous réserve que ce traité soit ratifié par le Parlement. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le Parlement de l'Union européenne doit ratifier ce traité, et il y a toute une dimension, tout un pan qui est annoncé dans ce traité sans pour autant avoir des éléments très formels sur l'aspect droits de l'homme, sur la situation des Ouïghours. Il y a tout un tas de choses qui sont dans les déclarations de l'Union européenne, de dire on a fait des avancées, maintenant est-ce que ce sera dans les faits et est-ce que le Parlement ratifiera cette position? Mais ce qui est clair, c'est que c'est plutôt un point pour la Chine en termes de relations internationales, de montrer qu'ils reviennent dans le cercle au moment où l'administration Biden s'installe et justement annonce plutôt la volonté de revenir avec l'Union européenne pour faire un front commun de démocratie, de pays ayant des convergences de vues et de culture contre la Chine, et dans l'opposition entre les États-Unis et la Chine qui est en train de monter très sérieusement. Oui, alors on pourrait aussi dire que l'Europe aussi a fait un petit effort de vitesse, puisqu'elle avait négocié pendant 7 ans pour signer ce traité avec la Chine, exactement dans un sens pour les mêmes raisons que celles que vous avez évoquées pour la Chine. C'est là où on voit qu'on ne peut pas divorcer l'économie ou le commerce de la politique internationale. Les deux sont extrêmement liés. La relation avec la Chine est évidemment l'un des plus graves problèmes ou l'un des aspects les plus importants de la politique internationale à venir pour ces prochaines années. Et le fait que les Américains, sous la présidence Trump, ont déserté les organisations internationales, les grands forums, a évidemment laissé de l'espace à la Chine pour s'y implanter et pour y exercer son influence. Alors maintenant, on va voir, je ne sais pas, monsieur l'ambassadeur, si vous pensez que cette position de la Chine, qui est devenue beaucoup plus forte à cause, dans un sens, de l'absence des États-Unis, de l'absence de leadership et de la façon de procéder de monsieur Donald Trump, est-ce qu'elle va persister au sein des organisations internationales? Est-ce qu'elle va vraiment profiter de ces positions, ou est-ce qu'elle va prendre un tout petit peu de recul, parce que finalement la Chine s'est montrée elle-même très agressive récemment, mais en même temps elle donne de temps en temps des signes qui ont l'air de vouloir dire on n'est pas contre vous, on voudrait travailler avec tout le monde, etc. Enfin, elle joue elle a une rhétorique qui est tour à tour agressive et tour à tour beaucoup plus modérée. Est-ce que vous pensez que l'Allemagne, qui a quand même des rapports avec la Chine, des rapports commerciaux extrêmement importants, puisque si mes renseignements sont bons, elle vend quand même environ 27 milliards de plus à la Chine qu'elle ne vend aux États-Unis, donc c'est une différence d'environ 20% de plus dans son commerce extérieur. Est-ce que l'Allemagne a une position qui est à la fois privilégiée avec la Chine et qui rend ses rapports avec le reste de l'Europe un peu plus difficiles, ou comment voyez-vous cela, monsieur l'ambassadeur? Il me semble que notre politique, notre attitude vis-à-vis de la Chine s'inscrit dans la position de l'Union européenne vis-à-vis de la Chine. Donc, l'Union européenne a dit pour nous, Européens, la Chine est à la fois un partenaire économique extrêmement important. Ce n'est pas seulement vrai pour l'Allemagne, c'est aussi vrai pour la France. Par exemple, la Chine, c'est un rival, c'est un concurrent. Donc, la Chine a 3 faces. Donc, il nous faut une
une politique qui est très équilibrée donc, et qui correspond à ces donc, défis très, très différents. Donc, en ce qui concerne donc, la question économique, les relations économiques, il me semble que cet accord sur les investissements entre la Chine et l'Union européenne, c'est un effort, n'est-ce pas, de réguler les relations économiques entre l'Union européenne et la Chine, basé donc sur un traité. À notre avis, c'est un bon résultat. Nous ne pensons pas que prolonger les négociations aurait mené à un résultat meilleur. Donc, c'est un bon résultat, mais il faut aussi dire que cet accord n'est pas le seul instrument de l'Union européenne en ce qui concerne la Chine. Il y a encore d'autres instruments sur le plan des droits de l'homme, sur le plan aussi des investissements. Et en dehors de cela, il y a encore ce qui a mentionné par Alexandre Lobshev, il y a l'OTAN. Donc là, on regarde la question, quel rôle joue la Chine sur le plan de la politique de sécurité et de défense dans l'espace euro-atlantique. Là, il faut vraiment, donc il y a une prise de conscience, n'est-ce pas, à l'OTAN, mais aussi en Europe, que le rôle de la Chine a changé, que la Chine joue un rôle beaucoup plus actif aussi dans le plan de la sécurité, cyber, hybride, donc des armes nouvelles, Afghanistan. Là, il y a tout un agenda de politique de sécurité donc, qu'il faut traiter. Donc, tout compte fait, il me semble que notre politique allemande s'inscrit vraiment dans une large approche européenne et atlantique. En ce qui concerne les relations atlantiques, il me semble que la Chine va définir partiellement au moins aussi le futur des relations transatlantiques sous la présidence Biden. Ce sera un sujet pas tout à fait facile, mais c'est la raison pour laquelle il nous faut vraiment une discussion assez vaste avec l'administration Biden sur la Chine, sur une approche envers la Chine. À la fin, il me semble qu'aussi l'administration Biden est très, très consciente du fait que les États-Unis seuls ne sont pas capables de faire face aux défis chinois. La même chose vaut pour l'Europe, donc il faut se mettre d'accord. Pas seulement ensemble, nous sommes capables de vraiment faire une différence. Si nous y arrivons, c'est une autre question. Mais notre point de départ est qu'au moins, il faut essayer de définir donc, un agenda commun avec les États-Unis aussi en ce qui concerne la Chine. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Madame Schaeffer, je voudrais terminer mon commentaire et puis après passer aux questions. Je crois qu'il y en a beaucoup. Est-ce que pour réaborder les relations transatlantiques, il ne faudrait pas prendre le problème à l'envers, comme disaient nos amis anglais, c'est-à-dire aller voir les États-Unis en leur disant, en leur demandant ou en leur expliquant ce que l'Europe peut faire pour eux, plutôt qu'en leur demandant ce qu'ils peuvent faire pour nous? Oui, mais je pense que c'est exactement ce qu'a fait la Commission européenne il y a quelques semaines en soumettant précisément ce qu'elle pensait être un nouvel agenda pour la relation transatlantique, la relation entre les États-Unis et l'Union européenne. Je trouvais que c'était une démarche proactive et exactement celle qu'il fallait adopter avec une administration comme Biden. Maintenant, entre guillemets, la balle est dans le camp de l'administration Biden. Je pense que l'Union européenne a fait beaucoup de propositions extrêmement intéressantes, que ce soit sur les questions numériques, par exemple, parce que je pense que là, le débat américain a beaucoup avancé dans le sens du débat européen, notamment sur la question de la régulation numérique. Et là, il y a vraiment quelque chose à faire d'un point de vue transatlantique. Bien sûr, toujours sur les questions de sécurité et de défense,
gouvernance, la gestion de crise, notamment dans les voisinages européens, et je pense notamment au voisinage sud, c'est-à-dire Afrique, Méditerranée orientale. Et on voit d'ailleurs que là, il y a quelques heures, Biden a fait des déclarations assez fortes envers la présence de la Turquie, de la Russie et d'autres acteurs en Libye, par exemple, et là, c'est directement lié aux intérêts stratégiques européens. Donc, on voit que sur beaucoup de ces dossiers-là, l'Europe a vraiment fait des propositions concrètes de comment elle se positionnait pour mieux coordonner ses politiques avec celles des États-Unis. Et maintenant, c'est un petit peu à Washington de réagir. Et je trouve ça effectivement très bien de renverser un peu la tendance. La relation transatlantique, comme vous le savez, a toujours été par nature asymétrique, avec un leadership américain très fort qui fixait toujours l'ordre du jour et qui attendait finalement que nous, Européens, on suive ce leadership américain. Et là, on voit que la tendance, alors c'est pas inversé du tout, mais il y a un effort, en tout cas des Européens, d'être dans une démarche beaucoup plus proactive, de proposer des choses, des initiatives, de proposer y compris des formats de coopération et de dialogue stratégique sur un certain nombre de sujets clés, et notamment sur les sujets qui seront prioritaires pour l'administration Biden. Donc en un, la Chine, en deux, la technologie, qui est en fait étroitement liée à la problématique chinoise, le climat, et puis bien sûr tout ce qui est en fait la relance économique dans le contexte de la pandémie. Donc l'agenda est là, il est bien rempli. Maintenant, il faut bien définir de quelle manière il faut coopérer avec les Américains. Bien, écoutez, on va voir en tout cas en ce qui concerne l'injonction de Biden aux troupes russes et turques de se retirer de la Libye. On va voir tout de suite s'ils vont le faire et ça va déjà nous donner une idée de la possibilité des Américains de revenir en force sur le territoire, non pas européen dans ce cas précis, mais sur le territoire mondial. Alors, je crois que, je m'excuse, je n'ai pas tout à fait l'habitude de ce format, mais je crois qu'il y a des questions et je voudrais qu'on puisse y répondre. Alors, si vous me permettez, je vais voir, ça veut dire quoi là, chat? Ah, une question de Rémi Wagner, une question sur un domaine en particulier, celui des métaux rares. Peut-être puis-je vous passer la parole, Monsieur Wagner, et vous pouvez poser votre question vous-même? Ça marche ou ça marche pas? Ah, On vous allô? entend? Ah oui, Oui, en fait, non, Monsieur c'est que j'avais Wagner? activé mon Oui. micro en même temps que moi, Alors, du coup. oui. Ouais, est-ce que tout le monde. Ouais, je pense que mon Oui. micro est activé. Bah, Oui, ma écoutez, question. Alors, maintenant, je suis en école de commerce, mais je viens d'un parcours assez technique. J'ai une école d'ingénieur et j'ai travaillé sur l'économie circulaire et étudié un petit peu la problématique des métaux rares, voilà, des ressources qui s'épuisent. Pour l'instant, c'est vrai que sous l'ère Trump, l'Europe était très, très dépendante de la Chine, qui est l'un des plus gros producteurs mondiaux. Mais je sais que les États-Unis sont producteurs de métaux rares, de terres rares et d'éléments qui sont essentiels pour la fabrication de nouvelles technologies, portables, tablettes, téléphonie, etc. Avec l'arrivée de Biden, alors je ne sais pas si, vu que c'est assez technique, je ne sais pas si quelqu'un pourra répondre. Est-ce que vous pensez que l'Europe va se rapprocher des États-Unis ou que les États-Unis vont essayer de se rapprocher de l'Europe pour qu'un partenariat d'échange puisse avoir lieu dans ce domaine? qui veut répondre à cette question très spécifique? Peut-être Monsieur Boursieux? Ou si vous Alors, sans avoir forcément d'expertise sur les métaux rares, on revient finalement à la question qu'on n'a pas cessé d'évoquer depuis le début, qui est celle de la notion de relation transactionnelle. C'est-à-dire à un moment donné de pouvoir dire je veux bien vous donner accès à mes métaux rares, mais en contrepartie de quoi? Voilà. En contrepartie de quoi? C'est possible que les États-Unis rentrent dans cette disposition-là, comme la Chine le fait. La Chine aujourd'hui donne accès à ses ressources, mais c'est jamais gratuit. C'est jamais gratuit au plan financier, mais c'est jamais gratuit aussi en termes de relations transactionnelles. Donc il est possible, comme on le disait tout à l'heure, finalement, Donald Trump a probablement facilité la tâche de l'administration Biden. En posant tout un tas de conditions, de barrières douanières, de taxes, il permet à l'administration Biden, dans des relations bilatérales, d'avoir des éléments de négociation. Je veux bien diminuer les taxes
à condition que l'on trouve un accord sur tel autre sujet. Ben là, c'est de la même manière. Peut-être que cet accès aux terres rares va être un moyen finalement de nouer des deals et de renforcer les relations en donnant quelque chose d'un côté en échange d'autre chose. D'accord. Merci. Merci, monsieur. Alors, quelqu'un dit, monsieur de Combe-Citroën, une autre question qui indique, je pense qu'il est important de rappeler que près de 70% de la production reste en Chine et que pour la majorité des métaux rares dits critiques, la production se trouve en Chine. Alors donc ça, c'était en fait une autre réponse à monsieur Wagner. Une question de monsieur Léo Tricot. Dans le cadre de la nouvelle présidence Biden, pensez-vous que la relation transatlantique pourrait devenir un sujet partisan entre démocrates et républicains, comme l'est devenue la politique étrangère des États-Unis envers Israël? Bon, ça, Madame Schaeffer. Oui. Non, Oui. je pense que la relation transatlantique aujourd'hui reste une relation qui est perçue d'un point de vue démocrate et républicain comme une relation fondamentale pour les États-Unis. D'ailleurs, on l'a vu qu'au moment où Trump avait menacé très sincèrement de retirer les États-Unis de l'OTAN, donc ça, c'était il y a environ 2 ans à peu près, on avait vu vraiment une levée de bouclier, y compris parmi la majorité des républicains qui avaient co-signé avec les démocrates au Sénat et à la Chambre des représentants une déclaration restipulant l'intérêt et vraiment la centralité de ce lien transatlantique et de l'Alliance atlantique pour la politique américaine. Donc ça, c'est une évidence. Après, ce qui est moins évident, et on voit que là, le Trump est passé par là, aujourd'hui, le débat autour de l'OTAN, de l'Alliance atlantique, de l'investissement financier, militaire, politique, diplomatique américain au point de l'Europe, soulève la question de combien ça coûte aux Américains, à la classe moyenne américaine, d'être impliqués dans les affaires de sécurité diplomatique européenne. Et c'est là où le transactionnalisme, ou cette question du coût du leadership américain, qu'est-ce que ça coûte aujourd'hui à l'Amérique d'être engagé à l'international, d'être investi diplomatique financièrement au sein de l'OTAN, de protéger l'Europe en matière de défense et de sécurité. Ça, c'est un débat qui est ancien, mais qui s'est accentué et qui va continuer et qui a lieu aussi bien au sein du Parti démocrate qu'au sein du Parti républicain. Donc, c'est pour ça qu'on va de plus en plus vers un leadership américain sélectif, ce qui fait que nous, Européens, on va devoir prendre en charge encore plus de responsabilités, et notamment auprès de nos voisinages directs à l'Est et dans le Sud. Bien. Avant de passer à M. Boursieu, qui a quelque chose à dire de spécifique sur ce sujet, je voudrais simplement rappeler que le German Marshall Fund of the United States a récemment publié un rapport sur une grande enquête qu'il avait conduite auprès des Américains et qui montrait de façon très claire que quand même environ 63%, si j'ai bonne mémoire, des Américains souhaitaient continuer à, en quelque sorte, voir leur pays participer aux affaires internationales et notamment, surtout aux affaires transatlantiques. Donc, malgré tout ce qu'on a pu dire, il y a un certain consensus, non seulement au sein de la classe politique américaine, mais au sein de la population américaine elle-même, qui, contrairement à ce qu'on entend dire très souvent, reste encore attachée à ses origines, si j'ose dire, en parlant de la relation transatlantique. Monsieur Boursieu, vous vouliez dire quelque chose à ce sujet? Bon, je voulais juste préciser ce qui vient d'être dit est très juste, que le burden sharing, c'est-à-dire finalement le partage du fardeau des dépenses militaires sur lequel Donald Trump avait fortement insisté, en disant « moi, si on ne partage pas les coûts sur l'OTAN, je sors », je résume, mais c'était pour faire simple, c'était la manière dont il se comportait. Il a laissé en héritage à Joe Biden cette position, et je pense qu'il va profiter de cette position toujours dans cette logique transactionnelle. C'est je veux bien participer aux coûts de dépenses de l'OTAN et de la protection de l'Europe, et finalement le message qu'il a envoyé sur ce qui se passe en Syrie montre sa volonté de s'investir, mais la contrepartie, ce sera une logique de cofinancement beaucoup plus forte.
Ben écoutez, je crois que ça va juste exactement dans le sens de ce que Madame de Hoopscheffer vient de dire. Et là-dessus, nous sommes obligés de terminer cette conférence car on me dit que nous avons dépassé de 2 minutes le temps qui nous était alloué. Donc, je vous remercie infiniment, Madame Schaeffer, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur Boursieux, d'avoir été avec nous. Et on aurait pu en parler beaucoup, beaucoup plus longtemps, je crois. Mais il faut nous arrêter là. Merci encore et à une autre fois peut-être. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bon week-end. Merci. Au revoir.